Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Jean Ferret. Ce livre regroupe, après discussion et réécriture, la presque totalité des communications du colloque organisé en octobre 2012 par Sud Éducation sur la souffrance d'origine hiérarchique. Que ce soit un syndicat, qui plus est de la fonction publique, et plus particulièrement de l'éducation nationale, qui en prit l'initiative ne doit pas étonner. Tout d'abord, parce qu'il s'agit ici d'un acte de résistance face à une souffrance réelle mais dont l'origine est trop souvent déniée, à laquelle sont exposés tous les personnels. Révéler cette souffrance, la mettre à jour, la faire reconnaître comme une plainte légitime était notre premier objectif. Trop souvent cette plainte est discréditée. 3 explications sont alors avancées. L'insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire dysfonctionne, il a sûrement quelque chose à se reprocher. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il est coupable, mais pas nécessairement responsable. L'obstacle communicationnel. Le fonctionnaire mis en cause ne sait pas communiquer avec sa hiérarchie, l'inverse est rarement avancé. Il est responsable, mais pas forcément coupable, puisqu'il est suffisant professionnellement. Le problème organisationnel. Subordonnés et N+1 sont mis dans la même impossibilité d'agir mieux, le second ne faisant qu'exécuter les ordres. Il n'y a ni coupable ni responsable, culpabilité et responsabilité se situant à des niveaux beaucoup plus élevés. Or nous pensions que ces explications faisaient l'impasse sur un fait qui, de Étienne de la Boétie à Christophe Dejour, en passant par Hannah Arendt, a été maintes fois souligné. La responsabilité personnelle du hiérarchique dans cette souffrance, qu'il l'exerce de sa propre initiative ou non. Comme le disait Arendt, un adulte n'obéit pas, ce sont les enfants qui obéissent, il consent, donc il adhère et soutient. Dès lors, tous les discours qui visent à disculper la hiérarchie, que ce soit par proximité, affinité ou électoralisme, les cadres votent aussi, apparaissent comme déconnectés de la réalité. Avant de dire que le fonctionnaire, ou tout salarié du secteur privé, se trompe, encore faut-il l'écouter et réintégrer son discours dans la position subordonnée, c'est-à-dire dépendante et non autonome qu'il occupe. L'idée de rassembler en un même lieu militants, professionnels et sociologues n'est pas nouvelle. C'est explicitement que ce colloque se situait dans le prolongement de l'appel lancé par Pierre Bourdieu en 1995. C'est la raison pour laquelle nous avons posé la question de la qualité scientifique des communications. Si l'initiative est partisane, l'éclairage que nous avons demandé de cette question s'est situé au plus près des exigences scientifiques universitaires. Trop idéologique pour certains, trop scientifique pour d'autres, nous faisons confiance à la lectrice et au lecteur pour faire la part des choses et construire sa propre analyse à partir de la multiplicité de ses contributions, qui, sous certains aspects, sont contradictoires, parfois même avec certaines positions défendues par le syndicat. Ce sont ces contradictions qui témoignent de l'ouverture vers la connaissance vraie. Il y a eu trop d'exemples à travers l'histoire, d'affaires Lysenko, où l'appel à des scientifiques ne servait que d'habillage et d'alibi pour légitimer des positions élaborées à l'avance dans le cénacle d'une direction bureaucratique. La seconde raison pour laquelle Sud Éducation fut à l'initiative de ce colloque, c'est que l'éducation nationale a une longue histoire de l'ambivalence de la hiérarchie, des attentes déçues, de répression et de résistance. À l'origine, le maître est quelqu'un de méprisé. Parfois ancien militaire reclassé, à l'image des concierges des immeubles. Les romanciers Flaubert, Erckmann Chatrian, Vallès, nous peignent une image du maître humilié. Très tôt, les inégalités à l'intérieur du corps enseignant sont fortes. Entre maîtres et sous-maîtres, maîtres d'études et professeurs, répétiteurs, enseignants des écoles primaires et agrégés du secondaire. Hiérarchie du prestige et des ressources, parfois de pouvoir. Dans un premier temps, celui qui s'exerce est local, c'est celui du curé, du maire et des parents d'élèves. D'où cette ambivalence originaire de l'enseignant vis-à-vis de sa propre hiérarchie, qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Il attend de son inspecteur qu'il protège son indépendance à l'égard des premiers. Sous la monarchie de Juillet, c'est la bienveillance qui est attendue des autorités officielles, et les solliciteurs sont nombreux dans les bureaux du ministère, Prost, 1968/78. Puis l'enseignant se tournera vers la pensée rationaliste et individualiste pour revendiquer des règles impersonnelles, mises en œuvre par une administration impartiale, qui le mettent à l'abri de l'arbitraire de la mutation d'office.
Paradoxalement, le sens de la hiérarchie est très fort, alors que les maîtres en souffrent. Prost, 1968 sur 146. Si son renforcement est demandé, c'est qu'elle est loin, alors que le maire et le curé sont proches. Mais les inégalités se font sentir aussi sur le lieu même où s'exerce le travail, entre le directeur d'école et ses adjoints. Le directeur leur fait faire le travail et garde l'essentiel de la rétribution qu'il reçoit des familles. Certains se comportent comme de vrais tyrans domestiques, demandent à l'adjoint de corriger leurs copies, de faire leur jardin, de cirer leurs chaussures. Prost 1968 sur 388-389. Voilà qui éclaire les enjeux passés et à venir de la lutte contre le projet des maîtres directeurs. Briand, Chemery 1988. C'est cet antagonisme qui poussera de jeunes instituteurs à lancer en 1903 un mouvement, l'émancipation de l'instituteur, posant ainsi les jalons d'un syndicalisme professionnel pourtant interdit. Cette histoire sera pourtant largement ignorée du syndicalisme enseignant majoritaire qui traitera au mieux la hiérarchie comme un problème secondaire, au pire y verra une tentative de diversion des vrais problèmes professionnels, ceux-ci étant avant tout d'ordre quantitatif, les traitements et le nombre d'élèves par classe ou pédagogie. C'est donc dans le syndicalisme minoritaire qu'il trouvera refuge, à la suite de l'émergence de revendications qualitatives issues des mouvements sociaux de mai 68. C'est au sein du SGEN-CFDT de l'époque que la contestation de l'organisation hiérarchique sera la plus vive, ou bien au sein de mouvements pédagogiques, l'ICEM Pédagogie Freinet, ou d'une tendance minoritaire du syndicalisme majoritaire, la tendance école émancipée. Conséquence décalée, sans aucun doute, ce n'est qu'en 1974 qu'un instituteur, Jacques Papinski, est révoqué pour avoir publié un pamphlet contre l'inspection, le boui-boui. Les refus dans le second degré sont surtout individuels. À partir de 1976, ils n'ont plus à subir les conseils de discipline, tandis que ceux-ci continuent à sévir dans le premier degré. Le 5 juillet 1979, 3 instituteurs passent en conseil de discipline à Melun. Les débats durent 18 heures, tandis que 150 personnes manifestent sous les fenêtres. 2 instituteurs sont mutés d'office. Succès malgré tout, puisque depuis cette date, il n'y a plus de conseil de discipline pour ce motif. L'affaire a un retentissement national. Libération titre « Marathon à la commission disciplinaire ». Qui a peur de l'inspecteur ? Le même jour, Le Monde publie en libre opinion une tribune du secrétaire national du SGEN-CFDT, intitulée « Libérer l'inspecteur », dans laquelle il écrit qu'on ne peut maintenir ces rapports d'autorité incompatibles avec l'évolution actuelle de la société. Critique timorée, loin de demander sa suppression, cette tribune réclamait que les personnels soient informés à l'avance de la venue des inspecteurs, revendication satisfaite depuis. Loin donc de l'engagement de nombreux SGEN locaux, Caen, Créteil, Paris, Marseille. Très investi dans la revendication de sa suppression. Mais plus loin encore de la revendication exprimée par Michel Zorman, secrétaire national en 2013, qui défend l'idée d'un établissement primaire avec un chef d'établissement accompagné d'un conseil sur le modèle hiérarchique des établissements secondaires, l'Expresso, 20 juin 2013. 1983 fut une année importante dans la lutte anti-inspection. Pour la première fois, un décret reconnaît de facto le droit au refus d'inspection, ce qui n'est toutefois pas sans conséquence sur la note globale. Et la manière d'être considéré par sa hiérarchie. Combien sont-ils à refuser l'inspection, c'est-à-dire des rapports infantiles, au profit de la collégialité, de l'autonomie et de la responsabilité ? Le chiffre avancé était de 200 par an, Collectif des enseignants de Paris, 1985. Sans doute moins aujourd'hui, quoique le ministère n'ait jamais souhaité communiquer sur ce chiffre. Ces éléments expliquent et justifient l'importance prise par la lutte anti-hiérarchique dans l'éducation nationale. Contradiction entre la mission d'enseignement de la citoyenneté et de l'autonomie d'une part, et la situation de subordination et de soumission d'autre part. Grand nombre des agents concernés, forte implication syndicale, au moins à un moment donné de leur histoire, et politisation de l'autre. Tous ces facteurs, subjectifs et objectifs, ont concouru à la permanence de cette lutte. Mais quid des autres secteurs professionnels ? La question hiérarchique se pose évidemment dans tous les secteurs d'activité. La littérature ouvrière et syndicale n'a jamais cessé dans l'industrie
de dénoncer le contremaître, traître à sa classe, et nombreux sont ceux qui parmi les ouvriers ont préféré conserver leur carte syndicale et leurs copains plutôt que de céder aux sirènes de la promotion qui les auraient contraints de renoncer à l'une et aux autres. Parmi les valeurs ouvrières, le refus de parvenir ne fut pas la moindre. Malheureusement, l'ignorance de cette question dans le syndicalisme majoritaire à l'éducation nationale trouve son pendant dans les autres secteurs professionnels, et pour les mêmes raisons. Ce n'est donc pas que pour une question technique que ce colloque a réduit son champ au sous-titre « Dans le secteur public ». Ce n'est que partie remise. Si ce livre atteint son objectif de reconnaissance de la spécificité de cette souffrance, mais surtout de son origine qu'est l'organisation hiérarchique du travail, gageons qu'il fera des émules dans les autres secteurs et notamment dans le privé. À ce titre, nous nous réjouissons de la présence dans le public de salariés extérieurs à l'éducation nationale, et ne nous étonnerons pas qu'il s'agisse de salariés d'anciennes administrations publiques que furent la Poste et France Télécom. La hiérarchie dans ces entreprises a joué un rôle d'une grande brutalité, voire d'une grande férocité, au service d'un objectif purement quantitatif de réduction des coûts par la réduction du personnel, quel qu'en soit le coût humain. Mais on aurait tort d'imaginer qu'en organisant ce colloque nous ne visions qu'un objectif négatif de dénonciation, y compris par l'éclairage scientifique. C'est bien un objectif positif que nous poursuivons, celui de l'autonomie des salariés au travail, de la collégialité dans les prises de décision et de l'esprit de responsabilité, bref ce que l'on nomme encore l'autogestion. Bibliographie. Anglade Alice et Ali, non à l'inspection. Dossier des profs sanctionnés, Serre 19 732. Briand Bernard et Chemery Frédéric, instituteur 1987. La Révolte, EDMP 1988. Collectif des enseignants de Paris refusant l'inspection et la notation, l'inspecticide, supplément à Paris Éducation, 1985. Hermann Chatrian, Histoire d'un sous-maître, Paris J. Hetzel, 1871. Gustave Flaubert Bouvard et Pécuchet, œuvre complète, Paris Les Belles Lettres T2, 1945, pages 40 à 42. Issem Freinet, École sous surveillance. L'inspection en question Syros, collection Contrepoison 1982. Prost Antoine, Histoire de l'enseignement en France. 1800 à 1967, Col. U 1968. Vallès Jules, L'Enfant, Paris Flammarion 2007. Première partie, la qualité du travail, un objet de conflit. Chapitre 1, Enseignant ES, du malaise au mal-être. Enquête sur les conditions de travail en Finistère. Nicole Roux. Travail suivi et réalisé par Olivier Cuzon, Sylvie Aurélou, Denise Legac, Solène Legout, Daniel Leyer, Sébastien Ménès, Michel Bourry, Emmanuel Abiven, enseignant adhérent Sud Éducation 29 et Cyril Labou, psychologue au CHU de Brest. En janvier 2011, Sud Éducation 29 a initié 2 journées de formation intitulées « Souffrance, stress, pression, hiérarchie ». Nos conditions de travail en question, animées et coordonnées par Cyril Labou. La synthèse des échanges a permis d'identifier 5 facteurs de stress. Les difficultés intrinsèques à la fonction, la polyvalence ou dilution des missions, le poids du contrôle et de l'évaluation directe et indirecte, l'attaque de l'identité ou la remise en question identitaire, la rapide mutation de l'établissement scolaire en nouvelle culture d'entreprise. À l'issue de ces travaux, il semblait intéressant d'aller plus loin et en particulier d'essayer de mesurer la pertinence des facteurs isolés à partir des témoignages émanant de la formation, à un échantillon d'enseignants plus large. L'idée d'une enquête par questionnaire diffusée à l'échelle du département s'est imposée. Un atelier de coproduction de savoir rassemblant les participants à la formation volontaire pour poursuivre ce travail, et une sociologue, adhérente, se met en place pour réaliser le questionnaire, en assurer la diffusion, la saisie et le traitement des données. Cet article propose de décrire et d'analyser les facteurs possibles de malaise voire de mal-être. La place de l'évaluation, le rapport à la hiérarchie, les effets des interactions au cours de la journée de travail avec les parents, les enfants, et enfin le rapport au travail lui-même. Pour terminer, nous dessinerons à grands traits un état général du mal-être au travail des personnes ayant répondu au questionnaire à partir des indicateurs de santé. Ces résultats seront mis en perspective par les travaux du Dr J. Mario Orenstein,
psychiatre, qui a réalisé une enquête sur les mêmes thématiques entre octobre et décembre 2004 auprès des enseignants du premier et second degré pour la MGEN, J. Mario Orenstein 2006. Encart méthodologique et échantillon. L'enquête s'est déroulée en mode de passation indirecte en janvier-février 2012. Les répondants ont rempli eux-mêmes le questionnaire, soit des exemplaires papier laissés dans les écoles par les adhérents de Sud Éducation 29, soit par Internet, questionnaire mis en ligne sur le serveur de Sud. Au total 255 questionnaires exploitables sur 287 saisis. Il s'agit d'un échantillon de répondants volontaires. Il ne sera donc pas fait de généralisation au niveau du Finistère, ni à l'ensemble de l'éducation nationale. Les résultats sont donnés uniquement pour la population de répondants à cette enquête. L'évaluation et l'inspection, le stress inutile. Il convient d'emblée de distinguer les enseignants du primaire et du secondaire. Pour les enseignants du primaire, le dispositif d'évaluation se confond pour eux avec l'inspection. L'inspecteur est l'interlocuteur direct et unique dans le processus d'évaluation, avec une incursion très ponctuelle dans l'école. En revanche, pour les enseignants du secondaire, l'administration de l'établissement, c'est-à-dire le chef d'établissement, intervient dans l'évaluation et se caractérise par une présence continue aux côtés de l'équipe pédagogique. L'inspection y est vécue comme formelle, voire une formalité nécessaire à l'avancement de leur carrière. Je m'en soucie peu. Je constate que la note correspond plus à une progression administrative qu'à une réelle évaluation des pratiques. Homme, 42 ans, professeur de mathématiques au lycée. C'est une procédure profondément injuste. Je l'ai attendue pendant des années, réclamée par courrier, j'ai dû déposer une plainte pour l'obtenir au bout de plus de 10 ans. Du coup, l'échange a été glacial avec l'IPR. Cela entraîne des déroulements de carrière incroyablement injustes entre collègues. Cela déprime et démotive quand on fait son taf plus que sérieusement. Homme 44 ans, professeur d'histoire-géographie au collège. Peu motivante, la note proposée par le chef d'établissement est systématiquement refusée et revue à la baisse par le rectorat. Femme, 35 ans, professeur d'anglais détaché dans l'enseignement supérieur. Je viens d'être inspectée, je n'ai pas encore reçu ma note. Ça n'a aucun sens de juger une personne pendant des années sur une seule heure de cours. Pour une même préparation, suivant le contexte, classe, horaire, époque de l'année, une séance peut être très réussie ou complètement ratée. De plus, on prépare une séance pour l'inspection, en y mettant ce que l'inspecteur veut voir et pas forcément ce qu'on fait d'habitude, c'est complètement artificiel. Femme, 40 ans, professeur de mathématiques au collège. On aurait pu penser que les enseignants du secondaire, plus âgés dans notre échantillon, auraient un nombre d'inspections plus important, mais il s'avère que ce sont les enseignants du primaire qui font plutôt l'objet d'inspections régulières. À ancienneté équivalente, un enseignant du primaire a plus souvent vu un inspecteur dans sa classe qu'un enseignant du secondaire. Nombre d'inspections à ancienneté équivalente, selon le niveau d'enseignement. Seulement 80 des interrogés ont répondu à la question du ressenti de l'inspection. Ils sont mitigés sur l'intérêt et l'utilité de cette pratique qu'ils ne trouvent pas formatrice, ni motivante, qui n'est pas une épreuve facile. Ils disent en effet qu'elle peut être plutôt juste et intéressante selon la personne qui réalise l'inspection. Dans les remarques plus développées, on peut percevoir qu'il y a une véritable demande de reconnaissance du travail réalisé qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'attendent les enseignants. J'ai apprécié d'être reconnu dans mon travail par la note attribuée, car on a toujours tendance à ne voir que ce qu'on ne fait pas bien, et à être l'objet de critiques de la part des parents. On dit rarement lorsque c'est bien, femme 30 ans, professeur des écoles. Grosse déception sur cette note qui ne collait pas avec les appréciations plutôt élogieuses de mon travail. D'où un petit sentiment d'amertume car il y a peu de reconnaissance pour un boulot difficile. 4 sections différentes dans la même classe. C'était aussi la première fois que je subissais une double inspection. J'ai bifurqué vers le bilingue il y a 5 ans. Et en même temps un gros soulagement de m'entendre dire que c'était bien ce que je faisais. Femme 39 ans, professeur des écoles. Mon investissement n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Femme 40 ans, professeur de mathématiques au collège. Les inspections sont citées par l'ensemble des enseignants parmi les premières situations de stress.
Les critiques sont très variables selon le vécu, mais il y a un consensus assez large sur l'idée qu'il s'agit d'un stress plutôt inutile. En deuxième situation de stress, le rapport aux parents est indiqué pour les enseignants du primaire et celui aux élèves pour les enseignants du secondaire, nous le verrons par la suite. Et en troisième, pour les deux niveaux d'enseignement vient la hiérarchie qui, comme l'évaluation, ne renvoie pas à la même réalité en premier ou second degré. Ces résultats et les suivants sont concordants à l'enquête menée par Éric Debardieu et Georges Fotinos, 2012, rapport de l'Observatoire international de la violence à l'école. Le rapport a une hiérarchie plutôt distante. En fonction du niveau d'enseignement, l'administration ne renvoie pas à la même réalité. Dans les collèges et les lycées, il y a une administration de proximité, avec un chef d'établissement qui est l'interlocuteur direct pour le corps enseignant. Par contre, dans les écoles primaires, l'interlocuteur n'est pas dans la proximité immédiate et quotidienne, cela renvoie à l'échelon de l'TEN, inspecteur de circonscription. Cette réalité explique certainement le fait que plus de la moitié des enseignants du primaire répondent qu'ils ne se sentent pas soutenus par leur administration en situation de conflit. Les équipes sont formées autour d'une direction qui est assumée par l'un ou l'une d'entre eux. C'est donc entre collègues que se joue le travail d'organisation et d'administration de l'école, avec une charge de travail spécifique pour celui/celle qui accepte la fonction de direction plus ou moins choisie, plus ou moins reconnue selon des contextes très variables. Parmi les enseignants du primaire ayant répondu, 22,8% ont une charge de direction, parmi eux 25 sur 30 ont choisi cette fonction. Une minorité affirme qu'elle leur est imposée, ou qu'ils n'ont pas pu passer le relais à un autre membre de l'équipe. 25 ont une décharge et les autres n'ont pas de décharge pour la fonction. Le directeur ou la directrice entretient un rapport égalitaire de collègue à collègue au sein de l'école. Ils ne perçoivent pas et ne vivent pas cela comme des rapports hiérarchiques entre eux. La majorité des personnes ayant une charge de direction ne la vit pas comme une activité valorisante dans leur travail. Ils estiment que le volet administratif et la logique gestionnaire occupent de plus en plus leur temps au détriment de celle du développement d'un projet pédagogique pour l'école. Pour les enseignants du secondaire, le contexte est très différent. Même s'ils se disent plutôt soutenus par leur administration en cas de conflit, presque un tiers des enseignants du secondaire sont critiques sur les rapports avec celle-ci, seulement 11% font état de situations plutôt négatives, les autres soulignent la quasi-absence de rapport. Pour les enseignants ES du secondaire, les rapports avec l'administration. Sur l'ensemble de l'échantillon, nous avons donc 5% de répondants qui affirment un malaise avec une hiérarchie de proximité, et les 2 tiers, surtout les enseignants de primaire, trouvent leur administration distante, impersonnelle et pas vraiment impliquée à l'égard de leurs préoccupations professionnelles quotidiennes. Cette indifférence est à mettre en relation avec la demande de reconnaissance précédemment décrite au cours de l'évaluation. Il y a là des personnels enseignants profondément impliqués dans leur travail, qui ne trouvent et n'entendent que rarement un écho de la part de leur administration sur la qualité de leur travail. Ce silence est vécu comme un désintérêt de leur administration de tutelle pour la mission qu'ils remplissent. D'autant plus quand celle-ci intervient et rappelle sa présence uniquement lors des logiques comptables de fermeture-ouverture de classe, de redéploiement de postes. Cette situation renforce l'idée d'avoir affaire à des gestionnaires peu soucieux des réalités de terrain. Il reste à voir si les nouvelles politiques mises en œuvre vont pouvoir redonner confiance et sérénité aux enseignants quant à leur rapport avec leur hiérarchie. C'est-à-dire une hiérarchie soucieuse de la qualité de la mission qu'ils remplissent au quotidien, auprès de la population. La pression des parents. Les enseignants du primaire se sentent tiraillés entre une administration distante d'un côté et un contact quotidien avec des parents demandant des comptes de l'autre. Ils sont en première ligne pour entendre le mécontentement de la population à l'égard des politiques publiques mises en œuvre en matière d'éducation. Ils sont comme les autres collègues des services publics situés au guichet, devant expliquer et justifier des choix qui ne sont pas les leurs, comme les réductions de moyens par exemple. En face, ils ont une population qui a une réelle exigence en matière d'éducation, sachant l'enjeu d'avenir que les parents associent à la réussite scolaire de leurs enfants. Le rapport aux parents apparaît comme la deuxième source de stress pour les enseignants du primaire.
Sur l'ensemble de la population ayant répondu, un quart des enseignants signalent qu'ils ont eu des difficultés avec les parents au cours de la dernière année écoulée. Les interactions plus ou moins conflictuelles se jouent quotidiennement lors de l'entrée ou de la sortie de l'école pour les enseignants du primaire. Les enseignants du secondaire ne croisent qu'exceptionnellement les parents lors des échanges ritualisés au moment des réunions parents-professeurs. Les parents défilent les uns après les autres, limitant strictement les échanges à la lecture des résultats scolaires. Quel que soit le niveau, les enseignants remarquent que les parents les remettent en cause régulièrement, soit par rapport à la notation, au choix de redoublement ou de l'aide personnalisée. Tout ce qui relève de l'évaluation des élèves peut faire l'objet, de la part des parents, de contestations plus ou moins agressives. Les enseignants, environ 15%, se disent lassés de devoir sans cesse se justifier auprès de parents qui ne veulent pas entendre leurs arguments. Ceux-ci ont souvent une idée toute faite de ce qui serait de l'intérêt de leur propre enfant en matière de parcours scolaire, et s'arc-boutent sur leur idée. Les parents portent de plus en plus une culture du résultat, eux-mêmes angoissés par l'échec de leur enfant au détriment de l'idée de sa progression, de son rythme. Ils sont eux-mêmes les vecteurs d'une idéologie dominante qui a modélisé en norme le rapport de cause à effet entre la réussite scolaire et la réussite professionnelle et sociale. Devant cet état de fait, un propos basé sur des arguments pédagogiques ne fait pas le poids face aux arguments idéologiques qui façonnent l'ordre social. En même temps et à l'inverse, les enseignants soulignent leur difficulté à entrer en contact avec certains parents pour les rencontrer. Il y a donc des parents également trop absents, alors que les enseignants sont aussi les premiers à reconnaître que chacun des adultes a un rôle spécifique à jouer pour l'enfant dans son rapport à l'école. Quand le partage des rôles ne se fait pas, quand la compréhension des rôles de chacun est brouillée par des systèmes idéologiques construits en référence à la peur de l'avenir, le dialogue est très difficile à nouer et les situations conflictuelles ne peuvent que se multiplier. Le climat quotidien tend à se détériorer, quelques faits divers viennent le souligner, mais ces situations qui restent exceptionnelles sont le symptôme d'une pression latente, pesante et continue, source de stress. Le rapport aux élèves eux-mêmes selon leur nombre et leur comportement. Un lieu commun revient sans cesse pour affirmer que les enfants des années 2010 ne seraient plus les mêmes que ceux des années précédentes. Les enfants seraient plus difficiles, plus dissipés, plus agités, turbulents. Mais les facteurs pour identifier le problème du rapport aux enfants sont nombreux pour tenter d'expliquer ce qui serait le plus pertinent. Le contexte socio-économique et ses effets sur les modes de vie. Le contexte socio-éducatif familial et institutionnel. Les enfants de la télé, devenus les enfants des nouvelles technologies ou les petites poussettes, CER 2012. Le vieillissement d'une partie des enseignants eux-mêmes et l'évolution de leur seuil pour supporter le bruit, le mouvement. Des formes d'apprentissage inadaptées aux nouvelles générations. L'enquête interroge deux dimensions. Les conditions de travail à travers le taux d'encadrement et le ressenti par rapport au comportement des enfants. Les enseignants ne tiennent pas à jour sur l'ensemble de leur carrière, le nombre d'élèves qu'ils ont par classe. Ils expriment un ressenti et sur les 5 dernières années, ils ne constatent pas de baisse d'effectifs dans leur classe. Sur l'ensemble des répondants, pour ceux qui ont plus de 5 ans d'ancienneté, ils sont plus de 40% à déclarer qu'ils ont plus d'élèves qu'avant et un tiers autant d'élèves. Selon les années, les disciplines, leur mobilité géographique, il est difficile de faire une estimation. Si nous ne devions retenir qu'une seule chose, aucun ne signale une baisse significative des effectifs et tous soulignent que les seuils maximums sont maintenus dans les classes au détriment de conditions qui seraient plus favorables pour tous, y compris pour les élèves. Les enseignants du secondaire sont 56% à déclarer qu'ils ont plus d'élèves qu'avant dans les classes, et un quart affirme que pour eux, il y a autant d'élèves qu'avant. Les enseignants de langue indiquent le plus souffrir de cette situation, qui ne leur permet pas de travailler comme ils le souhaiteraient avec les élèves. Ces conditions d'encadrement tendant toujours au seuil maximum d'élèves par classe ne favorisent pas la possibilité de gérer la situation quand les enseignants sont confrontés à un problème de comportement de la part de quelques élèves. Quel que soit le niveau d'enseignement, les difficultés dans la classe sont identifiées par rapport à des élèves précis au comportement perturbateur, pour presque 50% des enseignants tous niveaux confondus.
Les signes d'agitation dans la classe sont ensuite identifiés pour 22%, en raison d'un problème lié à la difficulté de maintenir l'attention des élèves. Pour eux, cela serait à mettre en relation avec les rythmes scolaires obligeant la programmation d'apprentissage sur des temps qui ne sont pas toujours adaptés, durée de la journée, créneau horaire. Seulement 6% des répondants déclarent avoir quelques problèmes avec le groupe, soit 18 enseignants de notre échantillon, 6 en primaire, 5 au lycée et 7 au collège. Mais les raisons du stress ne viennent pas tant des élèves que des conditions dans lesquelles enseignants et élèves se retrouvent en situation d'interaction pédagogique, qui pourraient être plus efficientes avec des effectifs appropriés. Tous s'accordent pour souligner que cela permettrait une plus grande attention aux élèves qui en ont le plus besoin, le nombre d'élèves ayant un effet immédiat sur une quantité de travail et d'énergie à fournir. Le travail, une préoccupation constante mal reconnue. Un constat est très largement partagé. Plus de 80% des enseignants du primaire ressentent que la pression en quantité de travail a nettement augmenté. La surcharge de travail administratif est la raison la plus souvent invoquée. Il s'agit d'un travail qui n'a pas directement de sens pour eux. Ils ont l'impression de répondre à un nombre d'injonctions administratives croissantes, qui relèvent plus de la logique quantitative que qualitative. Ces heures passées à remplir des tableaux, à réduire à une information quantitative la complexité de leur travail réel est frustrante. Ils ont le sentiment que cela fait disparaître le sens de leur action, voire l'invisibilise et par conséquent la dévalorise. Dans leur pratique, ils relèvent des éléments qualitatifs, ces petits riens du quotidien de l'enseignant quand après quelques semaines de répétition ou d'exercice, un de leurs élèves parvient à faire cet exercice sur lequel il butait. Mais le tableau d'évaluation est déjà rempli. Ils se battent tous les jours pour ce type de progrès, et leur administration leur demande un état des lieux à un instant T qui n'est pas toujours le rythme de leur classe, de leurs élèves. Ils ne travaillent pas à la même échelle que l'administration. Mais la qualité ou quantité de leur travail ne se mesure pas uniquement dans le face-à-face avec les élèves et les résultats de ces derniers à tel ou tel test d'évaluation ou examen. Une partie du travail se fait en dehors des murs de l'école. Presque tous les enseignants ramènent du travail à la maison et consacrent pendant l'année scolaire une partie de leur week-end à leur activité professionnelle. Travaillent le week-end selon le niveau d'enseignement primaire-secondaire. Plus de 60% des interrogés travaillent toujours le week-end. Si on ajoute le quart qui déclare que cela arrive souvent, au total plus de 85% des enseignants quel que soit le niveau consacrent une partie de leur week-end au travail. Les enseignants souffrent d'un réel préjugé sur leur temps de travail. La réalité qu'ils donnent à voir quand ils comptent leur temps de travail est très différente. Pour les enseignants du primaire à plein temps, seulement 15,7% estiment travailler 35 heures par semaine, un tiers entre 35 et 39 heures par semaine, un quart entre 39 et 44 heures par semaine et enfin un quart plus de 44 heures par semaine. Les institutrices les plus jeunes consacrent le plus d'heures à leur travail. Pour les enseignants du secondaire qui ont entre 15 et 20 heures en face-à-face avec les élèves, seulement 4% estiment travailler moins de 10 heures en dehors des cours. Soit des semaines entre 25 et 30 heures pour quelques exceptions, mais plutôt des semaines entre 35 et 40 heures pour un tiers, des semaines de plus de 40 heures pour la moitié des interrogés. Les enseignants du primaire qui ont le temps de présence le plus continu à l'école sont également ceux qui ont une journée de travail quasiment continue. 75% des enseignants du primaire font une pause méridienne sur place avec les collègues qui est souvent réduite à minima, moins de 45 minutes pour 45% d'entre eux. Et ce moment est perçu à la fois comme utile pour le travail et agréable. Ces moments d'échange informels ne sont pas vécus comme pesants. Quand il s'agit de partager leurs pratiques, leurs expériences, de discuter de projets communs, ils ne comptent pas leur temps. Quand il s'agit de consacrer plus de temps que prévu à leur préparation de cours, ils ne regardent pas leur montre car ils savent que les bénéfices qualitatifs qu'eux-mêmes et leurs élèves vont retirer de ce travail ne rentrent pas dans les évaluations et les tableaux de bord de l'administration. Entre l'intensité de l'énergie à fournir lors des heures en présence et le souci continu de leur activité, les interruptions de cours arrivent toujours comme un soulagement et une nécessité pour se recharger. Il y a une réelle incompréhension du type de fatigue et d'usure que ce métier provoque auprès du grand public.
Et pour les enseignants eux-mêmes, la surcharge administrative est vécue comme un mépris de leur administration à l'égard de ce qu'ils considèrent comme le cœur de leur métier et qui a du sens pour eux, contre des logiques qui semblent déconnectées de leur réalité. Du travail non reconnu au travail mal aimé. Un clivage semble se dessiner parmi les répondants autour de 3 pôles. Les désabusés, 11% dont la moitié sont prêts à quitter l'enseignement et l'autre moitié pense que c'est un contexte particulier. Des personnes qui trouvent que le métier est devenu difficile, dont une frange peut finir par basculer parmi les désabusés, 36%. Et enfin ceux qui aiment ce métier, 50% malgré certaines activités qui n'ont plus de sens pour 19,6%. Dans notre échantillon, les femmes expriment plus le fait de trouver ce métier difficile et cela n'est pas lié à leur surreprésentation parmi les enseignants du primaire, car toutes choses égales par ailleurs quel que soit le niveau d'enseignement, primaire ou secondaire, les femmes expriment plus cette difficulté que les hommes. 42% des enseignants de moins de 35 ans ayant répondu à l'enquête expriment le fait que, bien qu'ils aiment le métier, il est difficile. L'enquête MGEN de 2004 fait le même constat de jeunes enseignantes, qui expriment une certaine souffrance à l'égard des conditions d'exercice de leur activité. Cela pose le problème de l'entrée dans la profession pour une nouvelle génération passée par des formations, dont les réformes successives contribuent également à les déstabiliser. Elle arrive sur des emplois dans une situation où l'image du métier est dégradée, et qu'elle trouve difficilement vivable. Les difficultés sont liées pour une part au ressenti par rapport à la quantité de travail, pour ceux qui aiment encore le métier. Par contre, pour ceux qui n'aiment plus le métier, ce n'est pas la charge de travail, mais tout un ensemble d'éléments qui posent problème et se traduit par la perte de sens. Ils sont plus de la moitié des répondants à affirmer qu'ils ne conseilleraient pas leur métier à des jeunes de leur entourage. Et effectivement, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté voire en souffrance qui leur proposeraient plutôt de choisir une autre orientation. Typologie, mal-être au travail et santé. La fin du questionnaire d'enquête visait à recueillir des données sur l'état de santé, déclaré par les répondants. Ils sont 26% à indiquer que le travail a été une cause de leur arrêt maladie, au cours de ces 5 dernières années. Ils sont plus de 40% à prendre des médicaments de temps en temps ou rarement, pour affronter leur travail. Ils sont plus de 60% à affirmer avoir des troubles du sommeil en raison de leur travail. Si on cumule les indicateurs, ils sont 31,7% à avoir à la fois des troubles du sommeil et à prendre des médicaments. Ils sont 19% à prendre des médicaments et à déclarer avoir eu un arrêt de travail ayant pour cause leur travail. Ils sont 13% des répondants à avoir déclaré le cumul arrêt de travail prise de médicaments et troubles du sommeil, liés au travail lui-même. Ces 13% sont aussi ceux précédemment identifiés comme désabusés, avec une majorité ayant un profil plutôt de jeunes enseignants ESS du primaire qui trouvent que leur métier est difficile, N = 34. Au total, ce sont 56 interrogés de cette enquête que l'on peut identifier comme étant en réelle situation de mal-être. Les résultats de cette enquête sur le mal-être enseignant sont à prendre très au sérieux, d'autant plus si on considère que le Finistère est perçu comme une mutation enviable. En effet, au niveau national, beaucoup d'enseignants travaillent sur des territoires où les populations cumulent des difficultés socio-économiques plus importantes qui touchent parents et enfants et par conséquent leur comportement. Quel que soit le contexte plus ou moins favorable, il semblerait que tous les enseignants soient touchés à un moment ou à un autre de leur carrière par le spleen qui se répercute sur leur état physique et moral. Pour la violence d'un parent, d'un ado faisant l'objet de l'actualité dans la rubrique des faits divers, c'est un quotidien de petits reproches de parents, d'énervement d'enfants, d'une administration tatillonne qui explique le malaise d'une partie des enseignants en mal de reconnaissance. Ce mal-être se traduit à bas bruit par des dépressions aux formes plus ou moins graves, et par des statistiques qui ne sont toujours pas faites ou rendues publiques du suicide des enseignants. Bibliographie. Debardieu Éric et Photinos Georges, 2012, L'école entre bonheur et ras-le-bol. Rapport de l'Observatoire international de la violence à l'école, 76 pages. Gontier-Morin Brigitte, sénatrice, rapport d'information fait au nom de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. 1. Par la mission d'information sur le métier d'enseignant. 2.
numéro 601 Sénat session ordinaire de 2011 à 2012, enregistré à la présidence du Sénat le 19 juin 2012, 101 pages. Orenstein J. Mario 2006, La qualité de vie au travail des enseignants du premier et du second degré, ed. MGEN. Serre Michel 2012 Petite Poussette Editions Le Pommier, Paris. Chapitre 2. Quand la qualité du travail perçu sur le terrain se distingue de celle établie par les dirigeants, méthode et forme de management génératrice de tension. Exemple d'un établissement ayant mission de service public, recevant des visiteurs. Jennifer Cotenso. Ce travail s'inscrit dans le cadre des recherches sur les risques psychosociaux et sur les possibilités d'action dans ce champ. Les dimensions de l'ego, d'autrui et du réel sont en jeu, structure du système retenu par Christophe Dejour pour schématiser l'analyse technologique. Nous nous appuierons sur les thèses défendues, en ergonomie, par Johan Petit et Bernard Duguay, Irène Gaillard et Gilbert de Tersac et en psychodynamique par Christophe Dejour. Dans l'environnement professionnel, l'activité que déclenchent les hommes dépend à la fois des autres, de soi et du cadre institutionnel ou entrepreneurial dans lequel le travail s'inscrit. Dans leur article, Une organisation subsidiariste pour prévenir des risques psychosociaux, Petit et Duguay mentionnent que si le problème pour la santé des opérateurs n'est pas l'existence d'une contradiction entre les buts de l'entreprise. C'est plutôt le fait que ces conflits de buts ne sont ni reconnus, ni à plus forte raison débattus. Ces situations répétées vont entrer en dissonance avec les mobiles de l'opérateur. Il risque de devoir fréquemment gérer des injonctions paradoxales, Václavic, Wickland et Fish 1975. Les conflits intrapsychiques qui se développent alors reflètent des débats sociaux qui n'ont pas lieu. Ces propos reflètent la manifestation, dans le monde professionnel, d'atteintes à la santé. Aujourd'hui, on les voit exploser sous les libellés de souffrance, harcèlement, risques psychosociaux. On parle aussi beaucoup de problèmes de management, d'organisation du travail. Face à ça, le traitement individuel d'urgence ne nous paraît ni suffisant ni adapté à une véritable transformation de la situation de travail. Nous optons davantage pour la prévention collective, pour tenir compte de causes plus profondes, ancrées dans l'organisation du travail. À l'instar d'Irène Gaillard et Gilbert de Tersac, nous retenons la notion de risque socio-organisationnel pour proposer un cadre d'analyse des malaises au travail. Selon eux, le malaise dans l'organisation est lié à une expérience vécue de l'organisation qui plonge l'individu dans un mal-vivre au travail. Cette expérience d'une part plonge momentanément l'individu dans l'impossibilité d'agir ou de réagir face à des décisions d'organisation qui le concernent dans son travail, et d'autre part, le confronte à une dégradation de sa capacité d'adaptation, du fait d'un divorce entre les décisions prises et ses attentes. Pour compléter ces points de vue sur le champ des possibles de construction, ou déconstruction, de la santé au travail, nous rapporterons, en dernier lieu, la thèse de Christophe Dejour sur les liens de coopération et la construction de l'identité en situation de travail. Selon lui, faute de prendre en considération les conditions éthiques, espaces de discussion, et les enjeux subjectifs, reconnaissance, de la coopération, on la réduit à sa seule dimension opératoire et instrumentale. Se déploient alors des logiques défensives que la psychodynamique du travail étudie au chapitre des stratégies défensives, dont les stratégies du secret, contre la visibilité et l'individualisme, le désengagement et le repli sur la sphère privée sont les expressions les plus banales, confère. Dejour, Jaillet, 1991. En synthèse de ces approches, nous retiendrons que le rapport aux autres, à travers les possibilités de coopération et les espaces de discussion laissés ouverts et développés sur l'objet du travail, est un élément à prendre en considération dans la gestion d'entreprise pour donner du sens au travail et faire en sorte que la qualité de production et la santé des salariés ne soient pas antagoniques. L'organisation du travail, les formes de coopération horizontale et verticale et par conséquent les modalités de management et de rapport hiérarchique, sont des leviers sur lesquels agir pour rétablir plus de confiance, gagner davantage de reconnaissance et permettre que l'implication de chacun dans sa contribution au travail puisse se poursuivre. Contexte. Pour illustrer ces problématiques de malaise organisationnel et de souffrance au travail, nous présenterons le cas d'une de nos interventions.
La demande initiale portait sur l'analyse des situations de travail pouvant être à l'origine de risques psychosociaux et susceptibles d'être préjudiciables à la santé des salariés, et sur une aide en direction du Comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail, CHSCT, pour formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. L'entreprise est une société anonyme d'économie mixte, aujourd'hui dotée d'une délégation de services publics, DSP, qui fixe ses missions, principalement orientées vers l'entretien et la modernisation des installations, le maintien du niveau de sécurité, le service aux visiteurs et les espaces d'accueil, dans une démarche de développement durable. Un programme contractuel d'investissement est à réaliser au terme des 10 ans de la DSP et la ville, actionnaire majoritaire, détient un contrôle sur la gestion du monument à hauteur de 60%. Auparavant, le monument était géré par le biais d'une société ayant un partenariat d'exploitation de 25 ans, avec un contrôle moindre, 30%, et une responsabilité sur les risques financiers portés par la ville. Désormais, la logique financière se veut plus rigoureuse. L'accent est mis sur les résultats et la recherche d'une hausse de la productivité, chaque année. L'objectif de croissance de 2011 est supérieur d'au moins 3% à celui de 2010. L'organisation consécutive au changement de statut de l'entreprise s'est traduite par un accroissement des responsabilités sur les cadres et les managers, à tout niveau hiérarchique, afin d'atteindre les objectifs fixés. Des modifications structurelles et stratégiques ont vu le jour. La présidence et la direction générale se sont entourées d'un comité de direction, qui, doté d'un pouvoir d'exécution, a dessiné les bases de nouvelles méthodes de gestion et de management. De nouveaux collaborateurs ont été recrutés et l'ancienne structure, basée sur un secrétariat général et des cadres de service, s'est davantage hiérarchisée et parcellisée par domaine de responsabilité et de spécialité selon les métiers. La nouvelle architecture managériale a ouvert des nominations au poste de cadre, à différents niveaux de responsabilité et échelons. Les niveaux de rémunération sont devenus plus disparates, avec l'attribution d'objectifs individuels, primés et négociés. Les différences de rémunération entre cadres et salariés ont généré des oppositions dans les différentes catégories de personnel. De même, les objectifs par service ont introduit ou révélé des contradictions, notamment entre l'exploitation et la maintenance où les objectifs de l'un, utiliser un maximum la capacité des ascenseurs par exemple, peuvent contrarier les objectifs de l'autre, arrêter les ascenseurs pour réaliser des réparations. C'est dans ce contexte que plusieurs signaux d'alerte parviennent aux élus du CHSCT et aux médecins du travail témoignant d'un mal-être croissant des salariés. Arrêt maladie pour cause de stress, accident du travail liés à des problèmes psychosociaux, nombreuses demandes d'aménagement du temps de travail, plaintes individuelles, symptômes de syndrome dépressif, angoisse, insomnie, prise de médicaments, pleurs sur le lieu de travail. La prise de traitements médicaux pour supporter les effets du travail est inquiétante. Les données d'absentéisme présentées dans le bilan social affichent un pourcentage de journées de travail perdues pour arrêt maladie et accident du travail relativement élevé, 6,5% en 2008, 7,30% en 2009 et 5,10% en 2010. La direction fait aussi le constat d'indicateurs d'exploitation dégradés, attente, retard dans les travaux et la maintenance, mécontentement des clients. Méthodologie. 5 phases ont structuré notre démarche d'intervention. L'analyse de la demande. L'étude documentaire. La réalisation d'entretiens. L'observation et l'analyse des situations de travail. La remise du rapport et là où les restitutions. Ainsi, nous avons délimité, avec les membres du CHSCT, le périmètre d'intervention à 6 services. Parmi les 300 salariés, 72 personnes ont été vues en entretien, soit environ 24% des effectifs globaux. Des entretiens individuels et collectifs, 2 séries d'entretiens avec les mêmes personnes, espacées dans le temps, regroupant entre 3 et 5 salariés de même métier et sans lien hiérarchique entre eux, d'une durée d'1 heure et demie ont été menés sur les services de l'accueil, des sanitaires, du service technique, des caisses, de la prévente, des fonctions support. Ces entretiens, anonymes et sur la base du volontariat, ont été complétés par 8 jours d'observation des situations de travail à différents moments de la journée, par souci de représentativité.
Le personnel a été informé selon différentes modalités: affichage, messagerie. Et un tirage au sort sur la base d'un appel à candidature a été réalisé par les membres du CHSCT, en présence du président du CHSCT. Pour des raisons de neutralité, la direction et les élus se sont accordés sur le fait que seuls les salariés n'ayant pas de mandat syndical participeraient à l'expertise. Résultat. Notre diagnostic a permis d'identifier plusieurs points bloquants, concernant un manque de qualité du travail perçu, une rigidité organisationnelle, une sous-utilisation des savoir-faire, une détérioration des collectifs de travail et des difficultés dans le travail des cadres. Tout ceci a mis en avant la présence de malaise institutionnel, relationnel et communicationnel. En effet, on a pu constater l'existence de malaise relationnel lié au détournement du pouvoir hiérarchique ou du pouvoir de coopération avec les collègues, des relations qui se dégradent, une prise de parole coupée lors de réunions, des suggestions de l'agent sans qu'elles soient prises en compte, des demandes d'explications pour mettre en difficulté l'agent, des sanctions disciplinaires. Ce détournement peut porter sur le lien de subordination, incivilité à caractère vexatoire, refus de dialoguer, remarques humiliantes, rumeurs diffamantes, etc. Ces verbatims issus des entretiens en attestent. On les éjecte d'un projet. On leur attribue des tâches qui ne correspondent pas à leur formation. On les envoie au casse-pipe. Nous avons également repéré des malaises communicationnels, liés à une impossibilité de s'exprimer ou bien quand on s'exprime, de ne pas être entendu, comme si la parole de l'autre était niée. C'est aussi la non-reconnaissance de la diversité des modes de communication et des langages utilisés. C'est enfin un signe de détérioration du dialogue social. Nous illustrerons ces résultats au travers d'exemples mettant principalement en exergue deux axes, responsables de la souffrance au travail. La qualité du travail, objet de conflit. Où les dispositifs d'évaluation et les usages de la technologie managériale de contrôle seront interrogés. La légitimité des rapports de subordination et les formes d'adhésion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.